Deux. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le groupe Andériol de Mignac-Morvan et laissez-moi vous présenter ce qu'est un gabarier. Dès le XVIe siècle, la corporation des marchands de bois de Pleudihen, également connue sous le nom de corporation des gabariers, était une figure incontournable du transport fluvial sur la Rance. Ces hommes, pour la plupart, étaient originaires de Pleudihen, dans le Chloratel, un terroir à cheval entre deux évêchés, au nord Dol de Bretagne et au sud Saint-Malo. Ces mariniers acheminaient des marchandises à bord de leur embarcation appelée gabarre, entre les ports de fond de Ria, c'est-à-dire de l'intérieur des terres, comme Dinan, Pleudihen et Saint-Suliac, et les ports maritimes à l'estuaire de la Rance, comme Saint-Malo et Dinard. Il y avait une très grande diversité de marchandises transportées, du cidre, des peaux, des toiles en chanvre et en lin, mais le principal frais était le bois. Il était acheminé à Saint-Malo pour faire du bois de chauffage ou pour les boulangers. Il était utilisé pour faire du pain ou des craquelins, des biscuits de mer pour les bateaux en partance vers Terre-Neuve. L'activité des gabariers a fortement décliné à la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'augmentation des exportations du charbon anglais, largement utilisé par les boulangers de Saint-Malo, et elle a complètement cessé après la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de nouveaux moyens de transport de marchandises tels que le rail et la route. Nous allons maintenant passer au costume de travail porté par les gabariers entre la seconde moitié du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Il faut tout d'abord savoir que ce costume était conçu pour répondre aux besoins de leur métier. Donc il était conçu pour être sali et usé, et l'apparence était reléguée au second plan. Le costume est composé d'un couvre-chef, donc un béret noir ou bleu, ou un chapeau. Les bords du chapeau pouvaient être coupés au couteau lorsqu'il s'usait pour allonger la durée de vie, mais il était aussi courant de ne rien porter. En dessous, nous portons une chemise en toile de lin écrue de Pleudihen, avec des boutons en acre sur les manches et sur le plastron. Nous avons fait le choix au groupe de ne porter que des chemises authentiques. Par-dessus, nous portons un pull en maille de laine bleue, tricoté de façon très serrée pour faire face au froid et à l'humidité, et avec une ouverture sur l'épaule gauche, avec des boutons en bois, pour faciliter l'habillage. Nous portons ensuite un pantalon à pont, en coupe droite, s'arrêtant à la malléole, une paire de bretelles, des chaussettes en laine de différentes couleurs, rouge ici, et moi j'en porte des bleus par exemple, et des chaussures à tige en cuir noir ou marron. Mais ce qui faisait la fierté et l'identité des gabariers, c'était leur ensemble de survêtements de protection en toile écrue de Pleudihen, en toile de lin écrue de Pleudihen, composé d'un blouson et d'une paire de braies. Le blouson servait à protéger le haut du corps et s'arrêtait à la ceinture, avec un col officier et une enchantrure sur la taille qui pouvait se fermer avec des boutons en os. Les manches pouvaient être soit resserrées au niveau des poignets, soit en coupe droite. Nous avons trouvé ces deux modèles de manches dans nos sources. Pour protéger le bas du corps, nous avons les paires de braies qui s'arrêtaient juste en dessous du genou. Nous avons trouvé deux montages différents dans nos sources. Une avec une ouverture sur le devant et au niveau de la ceinture, et une avec une ouverture sur le devant et sur l'arrière. Nous avons essayé de reconstituer ce costume en s'appuyant le plus possible sur nos sources, cette exposition, que ce soit iconographique, donc des photos, mais aussi des patrons et des dessins, mais également sur des pièces d'origine, authentiques. Et c'est ainsi pourquoi on n'a pas fait une série de costumes uniformes, on a essayé de varier un peu sur des petites choses, comme les couvre-chefs, les manches, les montages des braies, et les couleurs des chaussures et des chaussettes. On a essayé de reproduire ce costume aussi le plus fidèlement possible au niveau des matières,
Toutes nos pièces sont faites avec les matières de l'époque, sauf deux pièces. Donc les pantalons, on ne les a pas fait en tire-taine parce que la tire-taine est trop onéreuse. On les a fait en laine. Et la semelle des chaussures des hommes ne sont pas en bois, mais en caoutchouc. On sait que c'est légèrement anachronique, mais ça répond à des besoins de confort pour les danseurs. L'ensemble de survêtements de protection n'est pas... On a choisi pour l'ensemble de protection de ne pas l'user, car sur la suite scénique, en fait, on rentre avec et ils doivent paraître comme neufs. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne sont pas usés comme ils devraient l'être. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Kéridouane pour répondre à la question posée. Bonjour à tous. Donc du coup, pour la question imposée, on a décidé donc de vous expliquer comment on se coiffait et comment on posait la coiffe à Mignacq-Morvan. Donc pour répondre à la question, donc on est parti sur le bonnet de Mignacq-Morvan, donc la coiffure qui était associée. Donc comme on voit sur Anne, ici, elle a donc l'arrêt au milieu avec deux tresses qui commencent à la naissance de ses oreilles. Et en fait, les tresses vont venir juste derrière elle, se croiser et s'entrelacer pour remonter sur les extérieurs, pour se perdre sur le bonnet. Anne, qui a beaucoup de cheveux, on va faire plusieurs entrelacements jusqu'à ce qu'elle perde ses cheveux sous le bonnet. Les tresses, c'est une coiffure qui est très typique des Borderances, et c'est ce qui va différencier d'une commune à une autre. Sur la coiffure, c'est comment on va accrocher et tresser nos tresses. Donc cette coiffure-là, c'était la coiffure qui était la plus portée. Donc là, on voit sur Maëlle la coiffure terminée. Jusque l'avant-guerre, mais juste avant l'avant-guerre, nous on a une photo des repasseuses de coiffe de Mignacq-Morvan. On voit trois façons de se coiffer. Donc celle-ci qui est portée par la majorité par les plus vieilles. On a aussi une jeune fille d'un âge, on va dire, intermédiaire, je mets des guillemets pour, voilà, qui a les tresses à l'arrière, mais qui n'a pas de raie, qui a les cheveux tirés vers l'arrière. Et on a une plus jeune qui, elle, porte le gonflant. Donc c'est une photo qui date juste avant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour la coiffure. Ensuite, pour la pose de coiffe, donc je vais laisser Anne poser la coiffe à Maëlle en vous expliquant en même temps. Donc on peut voir le bonnet déjà posé sur Mégane, ici. Donc, on pose la coiffe bien centrée sur la tête. Donc on a autant de gaudron qu'on veut, un nombre pair, un nombre impair. Donc si c'est un nombre impair, on met le gaudron du milieu bien sur l'arrêt, et si c'est un nombre pair, on le met entre deux gaudrons. L'idée, c'est que sur l'arrière, quand on la pose, donc que ce soit bien à plat et que ça vienne se poser juste sur les tresses, avant que les tresses se perdent sous le bonnet, comme je vous expliquais tout à l'heure. Au niveau du nœud, donc on voit Anne en train de faire le nœud. On retrouve la double boucle, ce qui est très typique de Mignacq-Morvan. C'est à ça qu'on reconnaît une mignaccoise. Et en faisant le nœud, après, on vient bien casser les boucles pour qu'on voit le bel arrondi qu'on a pu retrouver sur différentes photos. Donc là, vous voyez Anne en action pour la démo. Et on vient bien évidemment équilibrer pour avoir voilà, un bel ensemble. Ça, c'est pour le bonnet simple. Maintenant, je vais vous apporter un petit élément en plus. La grande coiffe pour les grands jours, pour les dimanches, les cérémonies. Le pignon de Mignacq-Morvan. Donc, c'est un coq. Le coq, c'est typique des Borderances. Donc, à Mignacq-Morvan, on l'appelle le pignon. Celui-ci venait se poser sur un bonnet. On voit ici qu'Annelle, elle n'a pas le même bonnet que ses collègues, mais on pouvait très bien poser ce pignon sur un bonnet comme Mégane ou Maëlle peut porter. C'était une petite fantaisie, une petite coquetterie. Le pignon, une fois repassé, il ressemble à ça. Donc on va venir le détacher, le détendre et bien faire un plat sur l'arrière. C'est pour ça qu'il est appelé pignon, comme un pignon de mur. Un beau plat
On a la pointe. Donc quand on vient poser... Pardon. Non, ça va. La coiffe, donc le coq par-dessus. Donc on vient poser l'avant donc sur les bonnets, comme on voit ici. Après, il sera replié, mais ça on verra après. On pose donc la pointe, on fait en sorte qu'elle soit bien au milieu, donc soit sur le godron impair ou soit entre deux godrons si on a des godrons pairs. On vient donc plier la partie avant, juste ici, comme on voit sur un aile qui est venu replier. Et ensuite, les ailes, on vient les rebrasser à l'arrière. On fait en sorte de voir un maximum l'arrondi quand même des ailes rebrassées à l'arrière. Et ensuite, on vient les attacher derrière avec des épingles. On a ces grands rubans qu'on va venir chuper, donc c'est-à-dire croiser sur l'avant de la coiffe, qui vont arriver derrière ensuite, et on va les nouer avec un nœud. Et c'est comme ça qu'on pouvait poser, en plus du bonnet, donc le pignon Agnac Morvan. Merci. Présentation. On va enchaîner avec quelques questions que je vais vous poser au nom de l'ensemble du jury. Alors, par laquelle je commence. Allez, une petite question un petit peu technique. Vous nous avez parlé de pulls tricotés que vous portez. On se demandait, est-ce que vous les avez tricotés ou est-ce que c'est de la confection? Bon, on aimerait bien que vous nous en parliez un petit peu de vos recherches, de ce que vous avez choisi comme pull, etc. Alors, pour les pulls, on les a achetés, mais ça a été une grande épreuve parce que, Tanguy peut se lever, on a cherché à avoir des pulls avec... vous voyez sur les suites, il y a des resserrements ici, je sais pas comment dire, et au niveau des manches. Donc pour trouver déjà des pulls sans ça... Du workout. Voilà, j'avais pas le nom, désolé. Pas de problème. Et ben c'est très difficile. Moi, j'en ai trouvé que 2 ou 3. Après, il y avait l'épuisement des stocks. Donc ça a été rapide, il en restait un modèle. Et on voulait aussi avec une ouverture sur l'épaule. Et on a essayé aussi de prendre exemple aussi sur les pulls Saint-Jeanne qui étaient qui ont fonctionné au début fin du 19e. Et c'était de la manufacture aussi. Pareil, donc les marins se fournissaient aussi chez Saint-Jeanne. Si vous voulez la marque, on pouvait la dire, mais on a tout en dit. C'est pas du Saint-Jeanne. Voilà. Mais c'est tout aussi bien. Merci beaucoup pour ces éléments concrets. C'était tout à fait ce qu'on attendait, même si on n'attendait pas la marque. Mais... une petite question plus amidonnage, repassage. Vous nous avez parlé des godrons. Est-ce qu'il y a des spécificités dans le repassage des godrons sur votre territoire par rapport à d'autres godrons qui vont être plus sur la côte, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors du coup, pour le repassage pour les godrons, donc les godrons de Mignac, en fait, on va trouver des godrons qui vont être pas forcément très longs, mais plutôt assez larges et assez épais. On a Pleudien qui est juste là, qui est Riduen, donc on va avoir des godrons qui vont être beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins, qui vont aussi moins chercher à s'étaler sur les côtés. On va avoir quelque chose, des godrons beaucoup plus centrés. Donc là, sur les costumes du Chloratelli, donc on va avoir ces deux types de godrons. Après, c'est vrai que les bonnets de Mignac, en fait, c'est quasiment les mêmes, enfin c'est les mêmes que Saint-Suliac, que tous ceux du Clos Poulet. Donc voilà, on est sur des coiffes semblables. Merci. Semblables. Et alors une question sur vos brais, je reviens au vestiaire masculin. Est-ce que, par exemple, vous nous les présentez comme un vêtement vraiment avec un rôle de protection, et est-ce que pour assurer ce rôle de protection, elle pouvait être faite avec une toile qui pouvait être traitée, huilée, ou d'autres moyens de traitement en fait, pour qu'elle assure vraiment ce rôle de protection? Et si c'était pas le cas, est-ce que vous savez comment c'était entretenu? Alors, on a eu une controverse dans le groupe entre ceux qui s'occupent du costume. Moi, j'étais partant, en fait, dans nos sources, on ne voit jamais écrit que c'était ciré, huilé, ni rien.
Et comment dire, c'est paraît logique aussi que ça, vu que c'est des marins, ça soit ciré pour faire face à l'humidité. On l'a pas vu dans nos sources. Sur comment dire, les pièces anciennes qu'on a pu voir aussi, ce n'était pas le cas. On a fait des tests. Je suis têtu. On a fait des tests quand même. Avec, je te laisse dire les ingrédients. Genre j'ai tenté le cirage avec de la cire d'abeille, avec de l'huile de lin et de la térébenthine qui sert de liant. C'est pas du tout efficace, ça jaunit beaucoup le tissu. Donc ça correspondait pas du tout aux iconographies qu'on pouvait avoir, qui étaient vraiment très blanches, notamment du jeune garçon. On a le haut et le blanc le haut et le bas très blanc. Donc voilà, du coup on a abandonné cette idée-là pour une raison visuelle et aussi en termes de sources. Mais on ne ferme pas la porte. Si on a d'autres sources qui nous confirment que c'était huilé, ciré, on le fera. Mais on a tenté, on a fait quand même le travail dans notre démarche, dans notre tête, et voilà. On ne ferme pas la porte. Et du coup, au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'entretien particulier, il se salissait, il s'abîmait. On rajoutait dans ce cas-là, quand il y avait du rapiessage à faire, des dabons, donc des pièces de tissu qui pouvaient être rajoutées par-dessus. Voilà, ou alors ils étaient refaits. La confection est très simple, c'est une toile carrée. Voilà, donc,